Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Strasbourg. Vous le savez, ma ville d'origine, et j'aime vous faire découvrir toutes les personnalités de ce monde qui ont contribué à changer un peu la couleur justement de ce qui peut se passer dans nos existences. Et à mes côtés, je vous présente le docteur Georges Yoram Federman, qui est très connu pour ses combats, notamment sur le terrain, du côté du droit, de la justice sociale, la Palestine, mais aussi des combats auxquels personne finalement ne creuse de près, notamment la question des expertises judiciaires. Mais pas que, il a aussi réussi tout au long de sa carrière à amener des confluences bien différentes de ce que l'on trouve dans la psychiatrie normative, notamment le chant comme moyen de thérapie. À m'entendre, je suppose que vous pensez comme moi. Tout ceci est original, mais aussi merveilleux. Et donc, je suis content qu'on puisse aujourd'hui l'entendre et qu'on puisse aussi être inspiré par ce chemin qui n'est pas du tout commun. Bonjour Georges, très content de te retrouver sur notre plateau. Ma première question est finalement assez simple et compliquée aussi. Tu es psychiatre, mais tu es aussi très original dans tes approches. D'où est-ce que ça te vient, cette manière très singulière et bien à toi d'avoir réformé ton monde et finalement, de manière plus large, le monde? C'est, c'est lié sans doute à des perceptions de l'injustice ou de l'injustesse que j'ai captées très tôt. Hem, Dans ma réflexion, j'ai situé cette prise de conscience, au Maroc où je suis né, dans une famille, juive, arabe, où, ma famille, ma mère en particulier, avait intégré la catégorisation des blancs, des Français. Donc ma mère, se situait comme appartenant à la communauté juive. Elle parlait arabe et elle considérait que les Français, étaient inaccessibles, étaient au sommet d'une pyramide à laquelle nous, les Juifs, alors comment on reconnaissait les Juifs, je ne peux pas dire, hein, mais en tout cas, elle était capable, elle, de catégoriser. Les Juifs n'avaient pas accès, à l'espace occupé par les Français, mais elle considérait que, en tant que Juifs, on dominait ce qu'elle appelait les Arabes. Et elle considérait que les Noirs étaient infra-humains. Et donc moi j'ai toujours été, frappé par cette singularité, incarnée par, cette femme qui avait une générosité extraordinaire, qui était hospitalière, qui recevait, la maison était ouverte, mais qui en même temps avait intégré la catégorisation des dominants. Et elle s'était mise à la place des dominés, mais en exerçant une discrimination sur d'autres catégories, d'êtres humains, dont je ne voyais pas la différence. C'est-à-dire, j'ai pas saisi comment elle était capable, d'être aussi spécialisée. Et je me suis rendu compte, en arrivant petit à petit à l'âge adulte et en faisant médecine, que mes profs à la fac de médecine de Strasbourg pensaient comme ma mère. Et je me suis dit: «Maman, elle est vachement intelligente, elle pense comme les profs sans avoir fait les études». Mais j'ai saisi que le monde était catégorisé par des gens qui prétendaient avoir un petit peu de connaissances, un petit peu de pouvoir, et que chacun était appelé à occuper une place qui lui était déléguée une fois pour toutes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai, pensé que je pouvais exercer mon métier de manière créative et indépendante, et pourquoi je devais l'exercer au service des usagers et non pas au service d'un pouvoir que la société m'avait donné. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Peut-être que j'ai saisi qu'il y avait, des personnes sans voix, des personnes, vulnérables, et j'ai décidé à un moment de prendre ce parti-là, en saisissant en cours de route qu'on pouvait, dans sa vie, occuper la place de la victime, mais aussi occuper la place du bourreau, et que, il y avait une nécessité, c'était de ne pas condamner définitivement, surtout pas à mort. C'est-à-dire prendre le temps, dans le jugement, d'essayer de voir
la part lumineuse même du méchant. Ça m'est venu comme ça au fil des années et de la réflexion. Et une expérience comme ça très très vivace m'est revenue, c'est celle des Gnawa. Les Gnawa qui étaient au Maroc les descendants d'esclaves noirs, méprisés par les Arabes, musulmans, donc les Gnawa, convertis à l'islam, qui euh, font comme les derviches tourneurs en Turquie. Ils cherchent l'extase par la ronde, la ritualisation, sous l'emprise du hashish. Et ils rejoignent la spiritualité, Dieu, par la ronde. Et les Gnawa, c'était des mendiants à Casablanca, où je suis né. Et je me souviens que ma famille les méprisait parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient sales, parce qu'ils avaient des djellabas, parce qu'ils étaient à la marge. Et je me souviens du rythme de leur musique. Je me suis rendu compte que derrière ces mendiants, il y avait des princes. Et c'est ceux que j'ai recherchés toute ma vie. Derrière chaque mendiant, il y a un prince. Alors comment ça m'est venu? C'est le hasard de la vie et c'est aussi quelque chose sans doute qui se transmet de manière intergénérationnelle, de manière intuitive. Comment tu peux décider à un moment de servir, d'être aux côtés des frères et sœurs vulnérables plutôt que de les dominer? Je ne sais pas comment on tombe d'un côté ou de l'autre de la balance. Et comment tu expliques et aussi comment tu arrives à vivre? C'est une vraie question que je me pose parce que pour moi, parfois, c'est difficile. Comment tu arrives à accepter justement qu'en l'être humain, en nos âmes, il puisse y avoir l'ombre de pouvoir subir et puis devenir aussi bourreau? C'est un peu ce que tu expliques, ce mécanisme, et qu'on trouve aussi à grande échelle dans certaines sociétés, dans certains conflits qu'on a pu voir aussi récemment. Comment tu fais pour rester confiant en l'être humain et comment tu l'expliques aussi que nous, on a ça, on porte ça, cette complexité en nous? Je pense que c'est lié à une forme d'idéologie que la société entretient. Euh, Elle nous laisse croire ou accroire cette société que la famille est une protection et que tu vas t'épanouir dans la famille avec de l'amour, avec de la sécurité, alors qu'à mon sens, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans mon expérience, j'ai souvent observé qu'au sein de la famille, il y avait des dangers. Il y avait des dangers liés à la rivalité entre frères, entre sœurs, liés au déséquilibre qui peut exister dans la conjugalité entre les parents. Et donc, il y a beaucoup de circonstances qui font que dans la famille, contrairement à ce qu'on peut laisser croire à l'école, à la mosquée, à la synagogue, à l'église, dans la famille, il y a en permanence des moments d'insécurité. Et les gosses, ils ne savent pas toujours comment gérer cette insécurité. Et quand ils la ressentent, soit ils s'accusent eux-mêmes de ne pas être à la hauteur, soit ils vont accuser les frères et sœurs d'être mieux traités qu'eux, soit ils vont considérer que c'est les parents qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Mais ce n'est pas conscientisé, pas tout de suite. Mais il y a 1000 circonstances qui font qu'au sein de la famille, tu es exposé à beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, hein, beaucoup d'angoisse et un sentiment de persécution possible. Alors, il y a aussi tous les bons côtés de la famille, hein. Il peut y avoir les fêtes de famille, il peut y avoir les mariages. Les moments les plus intéressants, c'est les enterrements, où les gens sont souvent pacifiés. Les mariages, les moments de joie, il y a pas mal de rivalités qui s'expriment. Dans les enterrements, on est ramené à notre rang d'humain et on est modeste. Donc il y a ce côté vibrant de la famille, mais je vois une origine de la douleur et de la souffrance de ce côté-là, et il y a ce côté nécessité de se battre pour trouver sa place et être reconnu par qui? Qui c'est qui te reconnaît? Est-ce que c'est la parole de ton père, de ta mère? Est-ce que c'est la société qui te délègue un diplôme et qui t'autorise à exercer un métier? Ou est-ce que c'est toi qui trouves ton chemin?
et qui considèrent que tu accomplis une tâche qui te permet d'être en accord avec toi-même. Je pense qu'il y a pas mal de complexité, pas mal de complémentarité, pas mal de contradictions aussi, auxquelles chacun est confronté et auxquelles on doit, comment dire, trouver un équilibre chaque matin. Le soir arrivant, tu es pas sûr d'avoir rempli cette tâche, mais dans ma perception à moi, j'ai toujours considéré que mes maîtres, c'était mes patients. Et donc je me suis toujours nourri de la capacité de mes patients qui sont très vulnérables, hein. C'est principalement des sans-papiers en situation irrégulière qui sont rescapés des conflits politiques, armés, civils, et qui sont principalement des musulmans du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne ou du Caucase. Je trouve que c'est les plus fragiles dans l'Occident, les plus vulnérables. Eh ben, ces patients, en même temps qu'ils se soumettaient à la violence de leur destin, ils gardaient toujours la conviction que demain pourrait être meilleur, si Dieu veut. Et souvent, ils me disent, Federman, ce que tu as fait pour moi, seul Dieu pourra te le rendre. Donc il y a quelque chose qui est très inspirant dans la capacité de résistance de l'humain face à l'adversité. Il y a des ressources incroyables et insoupçonnées que l'humain qui est en sécurité ne va pas rechercher. Le paradoxe, c'est que quand tu es en sécurité, tu deviens con, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand je dis con, c'est entre guillemets, tu t'installes dans une forme de ritualisation qui t'empêche peut-être d'être à l'écoute de la plainte de ton frère ou de ta sœur, une plainte à laquelle tu peux tendre l'oreille et que tu peux accueillir pour la rendre moins pénible et moins douloureuse. Il y a une sorte de, comment dire, je dirais, adelphité. C'est la fraternité, la sororité. Il y a une sorte de destin commun dans lequel nous sommes tous pris. Et il y a une expérience commune, multimillénaire, qui pourrait faire de nous euh, des soignants, des thérapeutes dans notre quotidien, apaiser un petit peu la peine de l'autre, non pas à sa place, mais faire en sorte de lui donner les moyens de prendre conscience que la situation dans laquelle il est à un moment donné, c'est sa richesse. Malgré les dévastations, malgré les peines, et que ce qu'il a créé à un moment donné, c'est cette richesse-là, et que c'est avec cette richesse qu'il va être appelé à continuer à vivre. Donc il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Il a peut-être besoin de prendre conscience que ce qu'il offre au monde est un cadeau, un don, et que c'est avec ça qu'il va être appelé à continuer à résister et à cheminer. Et tout ce que tu dis qui est très inspirant vient justement de choix que tu as faits très différents. Donc toi-même, tu as pris les routes, si je peux dire, sinueuses pour monter sur le haut de ta montagne. Tu n'as jamais pris de route droite. C'est ce que je vois de ton parcours. Parce que ce que tu as créé et que je disais dans notre introduction, c'est ce lieu qui est ton cabinet, qui est peut-être unique en France. Parce qu'au Brésil, ça existe, puisque la psychologie, elle est de terrain. Et que le psychologue, le psychiatre, le soigneur, il va dans les favelas, il va sur le terrain, il va à la rencontre des sociétés. En France, je crois que tu es le seul, en fait, à avoir ouvert un cabinet où, les sans-papiers et les personnes sans voix, comme tu le dis, peuvent venir, sans rendez-vous et être entendus et accompagnés. Donc tu as créé vraiment quelque chose qui, pour moi, est émerveillant et en même temps, on est toujours dans le concept de l'ombre et la lumière. Il y a eu, une épreuve qui t'est venue, sur ce chemin-là. Et est-ce que tu veux bien nous en parler? Je pense que c'est important pour qu'on comprenne mieux aussi Mhm. celui que tu es et ce que tu as fait de ta vie. Le, alors le côté singulier du cabinet, c'est intéressant. Les favelas, j'ai rencontré Adalberto Barreto, celui qui a créé le travail dans les favelas au Brésil. Il est toujours vivant. Il vient faire des formations à Mulhouse régulièrement. Cabinet, c'est intéressant de s'arrêter
aux gens qui m'ont formé. Quand je me suis installé en 87, 2 ans après la mort de ton père, qui a été mon premier superviseur, euh, il y a des psychiatres plus anciens qui m'ont dit on regrette que tu t'installes parce que on va perdre une partie du marché. Il y a 40 ans déjà. Hein. Mais puisque tu t'installes, on va te donner un conseil. Ne sois pas trop généreux avec les toxicomanes. Parce que si tu es trop bienveillant avec eux, ils vont revenir en meute au cabinet. Et j'étais très troublé par cette mise en garde que j'ai considérée comme étant un avertissement corporatiste, non pas bienveillant, mais un conseil technique. J'ai accueilli les gens comme je pensais devoir le faire, avec générosité et avec intérêt, en étant à l'écoute de ce qu'ils pouvaient exprimer et non pas en cherchant à faire un diagnostic. J'ai accueilli ce qu'on appelle les toxicomanes avec générosité et ils sont revenus en meute. Et je me suis rendu compte que ces frères et sœurs ne pouvaient pas venir au cabinet à mon heure. Il manquait toujours mes rendez-vous, notamment le matin. Et je me suis rendu compte que la souffrance dictait à beaucoup d'entre nous un rapport au temps singulier. Ces souffrants-là ne dormaient pas. Ils étaient insomniaques. C'était un des principaux symptômes qu'ils portaient, avec la honte et l'insomnie. Et je me suis rendu compte que si je voulais les accompagner, il fallait que je me mette à leur heure. Il y a un dicton qui dit « Dieu a donné la montre aux Suisses et le temps aux Africains ». Et je me suis rendu compte que les psychiatres en France, ils étaient suisses. Ils avaient une montre, et si tu venais pas à l'heure qu'ils t'indiquaient, tu étais un mauvais patient. Tu n'étais pas motivé pour écouter la bonne parole et rentrer sur le chemin de la thérapie. Comme si le patient, il n'avait pas son propre rapport au temps, et comme si le praticien ne devait pas lui s'adapter au patient. J'ai inversé la logique. Je me suis dit, ils ne viennent pas à l'heure, à mon heure à moi, je vais me mettre à leur heure. J'ai eu cette idée-là. Et j'ai ouvert mon cabinet sans rendez-vous. J'ai ouvert les portes. Ils sont venus à leur heure, quand ils pouvaient, jamais le matin. Et je me suis rendu compte que ces gens, ils travaillaient 24 heures sur 24. Et qu'ils n'étaient pas payés pour ce travail. Tout le temps en train de penser à l'avenir des enfants, à l'argent, au logement. Donc il y avait en permanence une activité psychique qui était comme une torture et qu'on pouvait un petit peu les soulager en ouvrant la porte pour qu'ils viennent quand ils pouvaient. Et le deuxième principe que les toxicomanes, entre guillemets, m'ont appris, c'est que j'ai été à Strasbourg le premier à faire de la substitution en libéral. Et donc ça a été des prises de conscience très fulgurantes qui m'ont fait mettre le patient au centre du dispositif. C'est le patient qui est le maître et qui est le spécialiste de sa douleur. Et ça, je lui ai délégué ce travail-là et j'ai puisé, je me suis nourri de l'expérience de chaque patient en prenant évidemment des risques institutionnels et en me mettant en marge de la profession, mais ce n'était pas volontaire. Je ne voulais pas ne pas être comme les autres, mais j'ai eu l'intuition que le travail de médecin, le travail de soignant, c'était un travail de compagnonnage qui n'était pas destiné à guérir. On ne guérit pas en psychiatrie. On accompagne. On accompagne, on aide le patient à utiliser ses capacités, ses limites le moins mal possible et on lui fait confiance. Donc j'ai fait confiance à mes patients, j'ai fait confiance au patient qui a tué Véronique et qui m'a blessé de 5 balles. Donc j'ai fait confiance à ce patient, considérant que c'est une histoire aussi extraordinaire. Je me suis installé en 1987,
Et donc je me suis battu en devenant, malgré moi, un spécialiste des sans-papiers. Je ne voulais pas. Moi, j'ai toujours considéré que les sans-papiers, les clandestins, avec les toxicomanes, avec les psychotiques, c'était les patients les plus urgents à prendre en charge. Et que si nous, en tant que psychiatre, on avait une utilité, c'était pas de prendre les patients autonomes, indépendants, qui souffrent, mais qui sont capables de demander de l'aide, mais c'était d'aller vers ceux qui sont sans voix et qui ne savent pas quels sont les codes de la société en question, qui ne savent même pas que les psychiatres existent et qui peuvent aider à obtenir des papiers. C'est d'aller vers eux, faire savoir, d'un point de vue politique, sociologique, anthropologique, qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à ta disposition quand tu es sans voix, sans papier, et quand tu es aux marges de la société. Et donc, je suis devenu une sorte de spécialiste à mon corps défendant de ces combats qui me semblent être la priorité, en fait, en tant que psychiatre. C'est-à-dire, si tu as une utilité, c'est d'aller en priorité vers les plus fragiles, sans oublier les riches. Auquel j'ai une pensée aussi, c'est-à-dire je pense que les riches sont malheureux et qu'il ne faut pas les délaisser. 87, je m'installe. Je suis pris dans ce travail d'accompagnement des sans-papiers et Véronique, la mère de mes 3 premiers enfants, après 15 ans de carrière comme institutrice, elle prend sa retraite et elle devient une des spécialistes du droit des étrangers à Strasbourg. Et on forme des collectifs ensemble d'avocats, de travailleurs sociaux, de médecins, pour accompagner en toute indépendance, sans financement, les dizaines ou les centaines de personnes qui frappent à notre porte. Et en 2005, je suis débordé au cabinet. Et après 7 ans d'absence, elle m'aidait au secrétariat, à l'accueil. Elle s'est absentée 7 ans. Elle revient après 7 ans parce que j'avais besoin d'aide. Et elle est tuée par un des patients qu'on avait le plus aidé, à qui on a sauvé la vie plusieurs fois. Et qui, dans un accès probablement de paranoïa, c'est comme ça que diraient les psychiatres, était venue pour me tuer et ne savait pas qu'elle était là. Et en fait, elle m'a servi de bouclier. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Elle ne sait pas qu'elle est morte. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle qu'elle était morte, hein, puisqu'il l'a tuée à bout portant. Et il est venu ensuite, elle était en salle d'accueil face à une patiente qui est toujours vivante, qui était face à elle et qui est dans le film Le Divan du Monde, premier film qui a été fait sur ma pratique. C'est Claudine, elle est toujours là, 72 ans. C'est une patiente toxicomane, entre guillemets. Claudine qui a pris jusqu'à 28 Stilnox par jour pour passer d'une dépendance à l'héroïne à une autre dépendance. 28 Stilnox par jour, j'en reviens toujours pas. Pour sauver Claudine, on a trouvé ce dispositif-là. Le Stilnox, c'est un hypnotique. Moi, j'en prends un demi, je dors 3 jours. Claudine, elle en prenait 28 par jour. Et je pense que ça lui a sauvé la vie. Elle a 72 ans aujourd'hui. Elle a été témoin du départ de Véronique. Moi, j'ai reçu 5 balles à bout portant. J'ai survécu. Et Véronique a laissé 4 organes. Moi, je me suis retrouvé en réanimation. Véronique est morte à Haute-Pierre. Et moi, j'étais hospitalisé à l'hôpital civil. Et nos 3 gosses ont décidé de donner 4 organes en accord avec les médecins de Haute-Pierre. Et donc, j'ai parlé à David, le cadet, qui a fait une réunion au cabinet, une veillée aux chandelles, et qui a demandé aux personnes qui étaient présentes qu'on s'occupe de la famille de l'assassin, présumé, puisque il a été hospitalisé lui-même. Ensuite,
mis en quartier de sûreté en psychiatrie et il est mort il y a quelques années d'une fausse route alimentaire. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, et Anya, alors je ne sais pas si je dois dire ma deuxième femme, en tout cas la femme qui m'accompagne depuis 20 ans est venue sur mon lit d'hôpital poussée par une inspiration mystique ou politique. Elle a posé sa main sur mon bras et elle m'a apporté de la lumière à un moment où j'étais très déconcerté et très surpris que cet homme qu'on avait tellement aidé se soit retourné contre nous, contre ses bienfaiteurs. J'ai compris aussi que quand tu fais le bien, quelle est la récompense d'une bonne action? C'est d'en faire une autre. Et donc j'ai compris encore plus que jamais à ce moment-là que ce qui m'arrivait à moi, ça arrivait au monde entier. Ce qui arrive à mes patients, c'est pas à eux que ça arrive seulement, c'est à moi que ça arrive aussi. C'est-à-dire on a un destin commun qui nous unit dans la lumière et dans l'obscurité. Et que ce que les médecins nazis ont fait, c'est ma responsabilité aussi. Je dois réparer le mal qui a été fait par d'autres. Et si tu fais du bien, ça doit être contagieux. Donc quand les patients me disent je ne peux pas te rendre ce que tu m'as fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je leur dis fais une bonne action pour quelqu'un qui en a besoin. Et donc l'histoire de cette violence qui a fait irruption dans ce cabinet où il n'y a pas de plaque, où tout le monde peut venir, les assassins compris, un assassin qui ne doit pas être maudit au niveau des générations qui viennent. Ses enfants, ses petits-enfants doivent pouvoir retrouver, si jamais ils ont un doute, le sens de l'inclusion. Et donc cette histoire-là, elle a donné, avec la mort de Véronique, de la main de l'assassin, 4 personnes qui ont bénéficié des greffes et 2 enfants que Anya, qui est une fille parfaite, elle a un seul défaut, elle est suisse. Et donc Anya a porté 2 enfants qu'elle a donnés au monde, alors qu'en fait, avant la mort de Véronique, elle s'était décidée de ne pas avoir d'enfants. Son destin faisait que elle vivait avec un homme qui avait déjà 2 enfants et elle avait accepté le fait de ne pas en avoir. Donc il y a eu 6 vies qui sont arrivées grâce à l'assassin d'une certaine manière sur cette terre, en plus de la mienne. Moi-même qui suis un survivant. Donc il y a 7 vies, ce qui fait que tu es obligé de réfléchir à ça. Tu peux, après un tel drame, te dire que pourquoi tu vas te faire chier à aider les gens si c'est pour subir une peine, hein? Et tu peux te dire aussi, ça fait partie de ce qui arrive au monde, hein. Dans le monde, tu as la vie, tu as la mort, tu as des gens qui souffrent, tu as des gens qui peuvent estimer que le bien n'a pas les mêmes définitions, qui peuvent estimer que si tu fais du bien toi, pour lui, c'est pas du bien, ou qui peuvent estimer que si tu fais du bien, tu es redevable, c'est toi qui es en dette. Tu lui as fait du bien, tu lui dois quelque chose. Et c'est intéressant. Peut-être que l'assassin de Véronique, il pensait que je devais continuer à lui faire du bien indéfiniment. Et que si j'avais arrêté, c'est moi qui étais en faute. Et donc ça, c'est intéressant aussi sur la conception de la famille. Ça veut dire que tu peux avoir des frères et sœurs qui n'ont pas la même conception du bien, de la transmission, et qui peuvent considérer que ton engagement social est une menace. Et que si tu favorises l'installation des sans-papiers, tu augmentes l'antisémitisme. On m'a fait le coup. Il y a 30 ans, moi j'ai essuyé des critiques de la part de médecins français juifs qui m'ont dit « Mais Georges, tu es fou, tu fais rentrer les Arabes, les Africains en France, ils vont dire que c'est un juif qui est à l'origine de ce mouvement, ça va augmenter l'antisémitisme. » Comme si moi j'étais juif.
comme si je n'étais que juif. Comme ma mère. Il y a des gens qui passent leur temps à t'assimiler à une communauté, à une identité dans laquelle tu peux te reconnaître, mais qui n'est pas la seule qui t'incarne. Et mes patients m'ont fait prendre conscience que on est en conversion perpétuelle. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis à Georges Mosaïque, Georges Yoram Mosaïque. Demain, je serai en complémentarité grâce au prochain patient que j'aurai accueilli et qui m'aura permis de me convertir. Il y a un très beau passage de la Bible, un de mes livres de chevet, c'est l'Évangile de Matthieu, où il y a ce que les chrétiens appellent les béatitudes. Et quand j'étais petit, au Maroc, on m'a mis dans une école catholique pour gagner du temps. Et ça m'a permis de sauter une classe quand je suis arrivé en France. Et je me souviens que j'allais à la messe en tant que juif. J'avais un petit peu honte. Je ne me sentais pas légitime. Mais j'étais à la messe de l'école catholique de Casablanca. Et dans les béatitudes, il y a heureux les miséricordieux, heureux les assoiffés de justice, le royaume des cieux leur est voué. Et en fait, en travaillant là-dessus, sur cet évangile-là, je me suis rendu compte que probablement la parole de Yeshua, donc qui a pris un nom d'acteur en Occident, qui s'est fait appeler Jésus. Mais sa mère, Myriam, l'a appelé Yeshua. C'est intéressant. Jésus, c'est une des grandes figures de l'Occident. C'est pas son nom d'origine. Sa mère l'a appelé Yeshua. Yeshua, il n'a pas dit heureux, il a dit en marche. Les matriciers, les miséricordieux. Hein, en hébreu et en arabe, la miséricorde, c'est la matrice. Heureux, en marche, les miséricordieux. Je me suis rendu compte que dans le geste de miséricorde, celui qui a le rôle le plus important, c'est celui qui reçoit et qui permet à celui qui donne de se convertir, de devenir moins mauvais. Et donc c'est ce mouvement-là dans lequel je suis rentré perpétuellement. Et mouvement qui t'a fait, mettre en mouvement aussi, tant d'espaces où on aurait tous finalement à combattre ces questions d'ombre et de lumière. Parce que tu t'es aussi beaucoup positionné ces dernières années sur le conflit, israélo-palestinien. Heu, Tu as même fait une grève de la faim, d'ailleurs que pour ceux qui te suivent, ils ont pu voir ça dans les médias et tu t'es positionné très fermement, du côté, je le dis, des Palestiniens, avec ton regard à toi et tu es allé à contresens. Finalement, tu je ne sais pas si on peut dire une pensée dominante, tu le diras comme tu veux le dire et j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est très intéressant parce que tu as eu ce courage qu'on devrait tous avoir quand même de se positionner. C'est notre rôle aussi, d'être, d'âme, de citoyen et puis tu l'as fait à ta manière et dans tout ton parcours, j'ai l'impression que tout ce que tu fais n'est absolument pas lié au regard de l'autre. C'est-à-dire que tu te positionnes là où il faut se positionner. Je pense que ça, c'est un exemple et ce serait intéressant que tu nous dises, bah, comment tu as pensé ce combat, comment tu t'y es mis, la question aussi de la grève de la faim et qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui parfois ont peur? Parce que la société française, là je parlerai que de notre société, même si on fait partie de plusieurs sociétés, toi et moi on appartient aussi et la société française nous appartient aussi entre guillemets. Dans cette société-là, il y a des carcans, il y a des institutions idéologisées. C'est difficile de se positionner, pourtant il faut le faire. Et toi, tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette partie-là de ton engagement sur le terrain? La grève de la faim, c'était pour maigrir. Je déconne. Euh, c'est lié au même processus que celui de l'exercice de la psychiatrie. Je pense que les puissants ou les dominants n'ont pas toujours le choix d'être à ces places-là, hein, et que c'est pas nécessairement une chance d'être puissant et dominant. Ça pourrait être une malédiction. Euh, L'histoire d'Israël-Palestine, pour moi, c'est un dispositif qui est simple. J'ai été élevé dans le narratif, le fantasme
d'une sorte d'État juif perpétuel. Comme si Israël avait été donné par Dieu aux Juifs pour toujours. Bon, j'ai fait quelques études, je me suis rendu compte que l'espérance de vie d'un homme, d'une femme, c'est 70, 80 ans, que les langues, que les cultures naissaient et disparaissaient, mais qu'elles laissaient des traces, qu'il y avait des communautés autochtones, indigènes, qui étaient génocidées en Amérique, en Afrique, et qu'on avait eu la Pax Romana, la Pax Americana, la Pax israélienne maintenant, avec des gens qui sont dans l'entre-deux. Je pense à l'écrivain israélien arabe Émile Habibi, qui a créé Saïd, le peptimiste, un personnage palestinien qui voit sa maison, sa terre piquée par les Israéliens, et qui revient avec sa clé observée dans sa maison occupée par les Israéliens. Il voit sortir de la maison un homme qui va étendre le linge. Il n'en revient pas. Il se dit, mais putain, dans ma culture, l'homme, il touche pas aux tâches domestiques. Et il voit l'Israélien qui lui a piqué la maison étendre le linge. Et il apprend quelque chose de ça. Le peptimiste, créé par Habibi, c'est « je suis vraiment dans la merde, mais je ne suis pas mécontent parce que ça pourrait être pire ». Saïd le peptimiste, c'est une grande figure qui m'a beaucoup inspiré, de Emir Habibi. Et je me suis rendu compte que cette histoire d'Israël, c'était une invention occidentale. Je me suis rendu compte que qui c'est aujourd'hui qui peut prétendre faire lien avec ses ancêtres il y a 2000 ans. Si toi, tu vas affirmer que, je ne sais pas, le Haut-Rhin t'appartient en tant que Barinoise, tu es propriétaire du Haut-Rhin parce que tes ancêtres étaient là il y a 2000 ans et que tu revendiques la propriété, tu te retrouves à Brumat ou à Erstein en psychiatrie. Eh bien là, non. Il y a des gens qui sont capables de revendiquer une propriété. Il y a 2000 ans, la Palestine, elle est à moi, c'est Dieu qui me l'a déléguée, et donc je peux exterminer un peuple qui était là avant moi au nom de cette alliance divine et pour moi délirante. Et la création d'Israël, de l'État d'Israël en 1948, qui a été une création légale, c'est l'ONU qui a... 33 pays ont accepté la création d'État d'Israël, 11 l'ont refusé, il y a eu des abstentions. Tous les pays arabes autour de cet espace politique ont refusé. Mais l'Occident, avec l'Union soviétique, ont accepté ce projet-là. Je me suis rendu compte que c'était un projet colonialiste, c'est-à-dire qu'il y avait un peuple sur cette terre, et que l'Occident, avec l'Union soviétique, installe les Juifs sur cet espace-là, comme s'il n'y avait personne. Pour moi, c'est la traduction de l'antisémitisme des vainqueurs. Alors, j'aimerais pas être juif. À la place des juifs, je serais un petit peu flippé. Tu as les nazis qui te courent après pour t'exterminer. Ils y arrivent, 6 millions de juifs, gazés, tués par balles. La victoire sur le nazisme arrive, qu'on accrédite aux États-Unis, alors qu'à mon avis, c'est les soviétiques qui ont fait basculer la balance du côté de la victoire de l'Occident et de l'Union soviétique. Et en tant que juif, on t'envoie dans un territoire, comment dire, que tu connais pas, où il y a du paludisme en plus. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas avec les moustiques? Et c'est ça ton horizon, comme si, en plus, il n'y avait personne. C'est une victoire posthume de Hitler pour moi. J'ai compris ça. Alors, j'ai été élevé. Je suis né en 55. J'ai été élevé. J'ai pas connu la crise de Suez, la guerre des 6 jours. Je me souviens de l'enthousiasme de la famille qui connaissait rien à la politique. Ma famille, ils se prétendent juifs. Ils ne sont pas juifs et ils n'ont pas d'essence juif. Ils sont
Ils étaient marocains à un moment, français ensuite. Ils n'étaient pas juifs, même si les gens les qualifiaient de juifs et même eux se revendiquaient comme tels. Mais le judaïsme, c'est une essence, c'est une incarnation, c'est pas simplement insignifiant. Un mot que tu mets sur quelqu'un. La guerre des 6 jours, c'était l'enthousiasme. C'est comme la Coupe du Monde de 98 où la France l'emporte sur le Brésil. Je m'excuse auprès de Barreto, hein, on vous a battu 3-0 en 98, désolé. Merci Zidane, l'Algérien et le Marseillais. Les mecs, ils ont vécu cette guerre comme si c'était le 14 juillet. Et comme si il n'y avait pas des gens qui mouraient sur le terrain. Et comme si Israël, avec son armée qui s'appelle Tzahal, c'est la folie. Tzahal, l'acronyme, c'est l'armée de défense de l'État d'Israël. Comment tu peux créer un pays avec une armée maintenant qui est une des plus puissantes du monde, qui est qualifiée d'armée de défense? Et comment tu peux te réjouir d'une guerre? Il y a eu une idéologie très forte. Le début de ce que Debord dénonçait en 68, la société du spectacle, qui fait qu'on a considéré ce pays-là comme une sorte de pays de cocagne, l'incarnation de ce que l'Occident est capable de réussir et de ce que les Arabes sont incapables de faire. Les Arabes, ils sont à côté de la plaque. Ils sont toujours comment dire, en retard de plusieurs batailles au niveau culturel, idéologique, comme si Averroès n'avait pas traduit Aristote, comme si ce n'est pas les Arabes qui nous avaient transmis la pensée grecque, hein, comme s'il n'y avait pas des centaines de mots arabes dans notre langage courant. Toubib, pourquoi je suis devenu Toubib? Parce que je suis juif et arabe, probablement. Hein. Pourquoi je bois du kawa? Et parce que les Arabes, ils sont partout. Hein, l'algèbre, hein, les oranges, hein, les Arabes, c'est nos frères, c'est une partie de nous-mêmes. Pourquoi on la rejetterait? Et le fait de mépriser les Arabes, aujourd'hui, de mépriser les Algériens en 2025-2026, c'est les patients les plus méprisés, dont personne ne veut. C'est lié à cette pensée que maman avait. Il y a des dominants, il y a des gens sur Terre qui sont plus intelligents que les autres, qui t'apportent la culture, le bonheur, malgré toi, et tu vas finir par le comprendre. Et pour qu'ils le comprennent, tu peux les exterminer. Tu peux, en tant qu'Israël, exterminer les Palestiniens, tu peux, en tant que Français, exterminer les Algériens. Dieu finira par reconnaître les siens, comme Simon de Montfort contre les Albigeois. Quand il brûle Béziers et les Albigeois, il dit « Brûlez tous, les femmes, les enfants compris. » Dieu les reconnaîtra, ou il reconnaîtra les siens à un moment donné. Hein. Il y a cette pensée totalitaire qui habite les gens les plus intelligents de l'Occident. Et je porte ce chapeau juif pointu depuis un temps, le Judenhut, pour, comment dire, incarner le fait qu'à un moment, tu peux être identifié comme juif et brûlé à Strasbourg, comme en 1349. Strasbourg, qui est une des villes les plus modernes du Saint-Empire romain germanique, brûle tous ses juifs, place de la République. 1942, l'Allemagne, qui est un phare de la culture occidentale, brûle et gaze tous ses juifs. À chaque fois que l'Occident a été au sommet de sa culture, il a stigmatisé, il a catégorisé et il a brûlé ses juifs. C'est intéressant. En tant que juif, je suis aussi juif, arabe. En tant que juif, je ne peux pas admettre qu'un Israélien qui se prétend juif puisse exterminer un frère palestinien. C'est impensable et ça remet en question, ça trahit le paradigme de la Shoah. Tu ne peux pas être en rapport avec la Shoah de la même manière après Gaza. C'est un malheur que Israël a amené au monde et c'est une manière de tuer une nouvelle fois les victimes juives du nazisme. La Shoah, pour moi, c'est une dimension universelle, ça appartient pas aux Juifs,
Ça appartient pas à Israël, ça appartient à l'Occident. Il y a partie du monde où ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui savent même pas ce que c'est qu'un juif dans certaines parties du monde. Ce qui fait que les juifs sont tranquilles là. Il y a la question de l'antisémitisme aussi qui est complémentaire et contre lequel il faut lutter, bien sûr. Hein. Mais il ne s'agit pas de confondre l'antisionisme, c'est-à-dire la critique de l'État d'Israël, avec de l'antisémitisme. C'est pas en tant que juif que je réagis, pour répondre à ta question. C'est en tant qu'homme. Moi, je ne suis pas juif. Ça veut dire que je suis né dans une famille qui se prétendait juive, mais qui était d'abord juive et arabe, et qui avait nié cette part arabe. Et mon métier de psychiatre m'a permis de me convertir. Et donc, si demain, les juifs attendent les temps messianiques qui ne sont pas encore arrivés, si demain, il devait arriver ces temps messianiques, c'est pas en tant que juif que je serais appelé à les accueillir, mais en tant qu'homme. Donc, il faudrait que je me convertisse à l'humanitude cette nuit pour accueillir les temps messianiques appelés par les juifs. Je ne peux pas les accueillir comme juifs. S'il y a des temps messianiques, ils sont consacrés, destinés à l'humanité entière. Et comment tu expliques, qu'il y peut y avoir des personnes qui ont effectivement dans leur histoire la trace psychique, bah, justement d'un génocide, ce qui s'est passé durant le nazisme et devenir effectivement, finalement, soi-même, tortionnaire? Moi, j'ai des gens autour de moi, même des gens que j'aime beaucoup, que je considère de ma famille, qui ont pu avoir une pensée et qui les autorise finalement à se sentir légitimes de ce qui se passe et qui pour moi est un génocide en Palestine, alors que c'est des personnes, qui ont beaucoup de lumière en eux. Et donc comment tu expliques qu'on peut finalement quels sont les mouvements intérieurs qui amènent à ce qu'on puisse se sentir légitime et qu'en plus aussi en France, on a pu voir qu'il y avait des personnes qui avaient du mal à nommer la notion de génocide et aujourd'hui que ça a été reconnu par, je crois l'ONU et d'autres entités, régulatrices, eh ben, il y en a toujours dans les prises de parole publiques qui ont du mal à poser le mot génocide. Et je te prends souvent cette jolie phrase que tu as répétée au début de cet entretien: «Ce qui m'arrive à moi arrive à l'humanité, ce qui arrive à l'humanité m'arrive». Donc en fait, on est tous concernés. Moi, je crois que l'idéologie du problématique, ce qui serait différent, ce serait d'arriver à se sentir justement pris dans cette humanité et qu'on œuvre tous à part égale et pratiquement personne n'y arrive. Mhm. Les gens se donnent une forme d'intelligence, se donnent un pouvoir et du haut de leur pouvoir, on dirait qu'ils sont pris dans les carcans que tu décris très bien Oui. depuis ton enfance. Donc comment tu pourrais expliquer finalement, qu'on peut très bien avoir, été, f qu'on s'est construit dans une histoire douloureuse, fait d'extermination et que soi-même on on tolère d'autres exterminations? Ça ne m'étonne pas, en fait. Ça ne m'étonne pas. Je vais te donner une illustration. On a, on a perdu dans la famille un oncle il y a 2 mois, 83 ans. C'est un oncle qui a une histoire singulière. Il est né en 43 au Maroc, à Casablanca. Et en 56, il avait 13 ans. Il a été donné par ses parents à l'État d'Israël. En 56, l'agence juive, d'autres organismes idéologiques, ont convaincu les juifs maghrébins ou les maghrébins juifs pauvres qu'ils étaient en danger dans les pays arabes. Et mes grands-parents maternels, les Moyal, ont confié leurs 4 enfants mineurs à l'État d'Israël en 56. Les 3 enfants majeurs, dont ma mère, sont restés au Maroc jusqu'en 61. Donc tu imagines des parents qui sont capables, en toute confiance et en toute inconscience, de confier la chair de leur chair à une entité désincarnée. Cet oncle-là, qui est devenu basketteur et qui est à l'origine de mon arrivée à Strasbourg comme basketteur professionnel en 72. Je suis venu à Strasbourg de Marseille pour jouer au basket avec un de mes frères cadets. Donc on était professionnels de basket. Grâce à cet oncle-là, il avouait une haine, non pas envers ses parents, qui c'est qui est responsable de ce transfert. Tu imagines, il a 13 ans,
C'était le jour de sa bar mitzvah, de sa communion. Il était dans un camp de rétention avant de partir à Marseille. On vient le chercher. Son père arrive, ils viennent le chercher. Il se dit, je vais retourner dans ma famille. Ils lui font faire sa bar mitzvah et ils le ramènent dans le camp. Il a été traumatisé toute sa vie. Et comment il a géré ce traumatisme? Il n'a pas voué de haine envers ses parents, qu'il a toujours protégés comme s'ils étaient innocents. Ça, c'est idéologique aussi. Il en a voulu toute sa vie aux Arabes. Ça. Alors, comment il reconnaissait un Arabe? Je ne sais pas. Hein, comment tu reconnais un Arabe dans la population générale? Je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à reconnaître des Noirs dans la population générale, ni les hommes, ni les femmes. Ça fait référence à un passage de l'évangile de saint Paul, qui en appelle à un moment, non pas à l'indifférenciation, hein, il n'y aura plus de juifs, ni de grecs, ni d'hommes, ni femmes. Il y aura une humanité sur un plan d'égalité, comme tu l'évoquais tout à l'heure. C'est peut-être aussi un fantasme, l'égalité. Hein. Elle n'est pas soutenable, parce que on n'a pas tous la même conception du bien. Et deux personnes qui construisent un projet bienfaiteur, ils vont se disputer, parce qu'ils ne sont pas synchronisés. Deux personnes qui ont un projet maléfique, ils vont mutualiser. Ils vont trouver un bouc émissaire et ils vont faire leur miel de ça. Mais deux personnes qui veulent le bien, ils ne vont pas s'entendre. Et cet oncle, il voue une haine envers les Arabes, envers les femmes. Toute sa vie. Et il a fini par se ranger, par avoir une vie bourgeoise, faire 2 enfants, avec une période de 10 ans aveugle pour ses descendants. Et quand il meurt, quand je venais chez lui en djellaba et avec mon Judenhut, ça le heurtait, ça réveillait une angoisse chez lui et une haine. J'incarnais l'arabe. Et c'était insupportable, inconcevable. Alors qu'on vient d'une famille arabe. Dans sa famille à lui, sa mère et sa grand-mère, ils parlaient arabe. C'était la langue d'usage. Et on arrive à faire croire à des gens qu'une partie de ton identité, tu es appelé à la nier. C'est pas compliqué, hein, 2-3 générations de lavage de cerveau. Et quand il meurt, je suis allé sur son lit de réanimation lui demander pardon. Et pour les blessures que j'aurais pu lui infliger sans le vouloir. Et je propose à un cousin, qui était un cousin maudit par cet oncle, parce qu'il avait été adopté et qu'il n'était pas un vrai juif. La pureté du sang, créée par Isabelle la catholique et Ferdinand de Navarre. C'est très intéressant. 1492, Isabelle la catholique et Ferdinand, ils vont chercher les Maranes. C'est des juifs qui se sont convertis au christianisme il y a 1 siècle ou 2 siècles. Isabelle la catholique vient leur rappeler qu'ils sont juifs pour toujours, alors qu'ils avaient renoncé au judaïsme. On peut renoncer au judaïsme. On peut décider qu'on n'est pas juif ou qu'on n'est plus juif. Isabelle la catholique en a décidé autrement, les nazis aussi, et les juifs, pareil, ils ont repris l'idéologie du dominant. Ils considèrent que si tu es juif, c'est pour toujours. Si tu es israélien, tu es juif, c'est l'asile pour les juifs, complètement délirant pour moi, et c'est pour toujours. Comme si on ne pouvait pas décider de s'extraire et suivre son chemin, ce que j'ai tenté de faire tant bien que mal. Et ce cousin maudit, qui était fâché avec l'oncle violent vis-à-vis de lui, je lui dis, Marcel va mourir, est-ce que tu veux venir à son chevet? Il me dit non. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, je viens. C'était un dimanche. Alors, je suis allé le samedi au chevet de mon oncle, le Shabbat, pour ne pas rencontrer de juifs, pour me retrouver seul, face à l'oncle, à ses côtés. Le dimanche, le cousin maudit, entre guillemets, il me dit, je viens. Et je lui dis, on se retrouve mercredi. Il me dit, non, on y va demain.
On y est allé mercredi. Il avait peur qu'il meure tout d'un coup. Et puis on s'est retrouvés là et histoire très belle parce que ce cousin maudit, entre guillemets, c'est le plus juif d'entre nous, alors qu'il a été adopté. Il voulait écrire sur la tombe de son père quand son père est mort. C'était le frère aîné de Parcet. Il voulait pas écrire les inscriptions traditionnelles en hébreu, fils de... Il voulait écrire « Singing in the Rain ». Parce que son père avait été abreuvé par les Américains au Maroc. Après-guerre, la famille travaillait pour la société Shell et ma mère a travaillé comme speakerine chez les Américains. Et elle nous a donné l'amour du jazz blanc. Glenn Miller et Frank Sinatra. Pas des blacks, mais des blancs. Et le cousin, il est venu chanter à Marseille Singing in the Rain. Et un de mes frères qui était avec nous ce mercredi-là, il a dit « Mais tu te souviens quand maman est morte, ma mère ?» Celle qui pensait que les Français étaient au top. Les Juifs en second, les Arabes en troisième et les Blacks infra-humains. Maman, elle chantait New York, New York. Quand elle est morte, on a chanté Liza Minnelli. Ta 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 ra ra. Ta 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 ra ra, etc. Et il y a la réconciliation du cousin au chevet de l'oncle qui meurt. Et après un mois de deuil, c'est là où je voulais en arriver. Elle est longue l'histoire. Hein. J'espère que nos auditeurs sont toujours branchés. Arrive le mois du deuil. Qui c'est qui arrive à la maison? Ma sœur d'Israël, qui est pour Netanyahou et qui est en Israël depuis 40 ans et qui vient à la maison pour le deuil. Une semaine, elle passe avec nous. Elle connaît mes engagements, je connais son attachement à l'État d'Israël. Elle est persuadée que le Hamas peut surgir des caves par les tunnels qu'ils ont construits. Elle est persuadée qu'à Tel Aviv, le Hamas peut surgir d'un moment à l'autre et exterminer tous les Israéliens. Comme s'ils n'avaient pas 100 ou 200 ogives nucléaires des Israéliens. Elle continue à avoir une pensée magique, comme sa mère. Le Hamas, c'est comme une pieuvre. Ils sont partout. Ils vont te bouffer. Et comme ils vont te bouffer, préventivement, il vaut mieux les exterminer. Et tu peux exterminer les enfants et les femmes parce qu'ils votent le Hamas. Ils sont tous responsables. Comme les nazis. Tu as un nazi tué, tu vas tuer en représailles 10 civils. Il y a un lien entre, pour moi, Leibovitz, le grand penseur israélien des années 80, il parlait de judéo-nazisme. Moi, je parle d'israélo-nazisme. Nazisme ne concerne pas tous les Israéliens, mais c'est une menace de plus en plus précise. Et ce fascisme est en place. Il a gagné l'Occident dans sa globalité. Le Chili vient de voter extrême droite, alors que Pinochet a tué Allende il y a 50 ans. L'extrême droite revient. Et donc, ma sœur arrive chez nous. On a des dialogues très ouverts sur nos positions et je me rends compte qu'elle est sincère. Elle a peur. Israël est en position de superpuissance. Les Israéliens, ils ont peur. Alors, je ne peux pas légitimer sa position, mais je ne peux pas la nier. Et donc, je me suis rendu compte qu'elle pouvait se juxtaposer. Quelques jours avant son départ, je suis en visioconférence avec 2 réfugiés israéliens qu'on accueillait chez nous après le départ de ma sœur. C'était la chronologie. Je dis à ma sœur, viens écouter la visio, viens écouter tes concitoyens. Elle s'est bouchée les oreilles. Et elle m'a dit, Georges, tu ne vas pas faire dormir les 2 réfugiés qui nous font du mal en Israël. Tu ne vas pas la faire dormir dans le même lit que moi. Elle est très très gentille. C'est la fille la plus gentille que je connaisse, ma sœur. Paradoxal. Eh ben non, c'est pas paradoxal. Et je lui dis, on ne va pas changer les draps. Comme ça, peut-être vous allez pouvoir vous mêler les 2 pensées, la tienne et celle des réfugiés. Il y a peut-être quelque chose du lien qu'on peut opérer.
Je me rends compte que l'exemple de ma famille en Israël, qui sont tous pour, Netanyahou, alors qu'ils votent pas nécessairement pour lui et ils se sentent menacés. Je suis pas j'ai pas l'autorité pour leur dire: «Vous vous trompez», mais j'ai la possibilité de demander à ce que la communauté juive de Strasbourg enlève le drapeau israélien devant la synagogue, ce que j'ai fait il y a 2 ans. Ils ont fini par l'enlever quand le faussaire Trump a proposé son soi-disant plan de paix, qui donne aucune prérogative aux Palestiniens, qui est un plan de paix colonisateur et méprisant pour la Palestine. La communauté juive a enlevé le drapeau à ce moment-là, tant mieux. Mais c'est la seule communauté religieuse qui s'est autorisée à afficher un drapeau étranger à Strasbourg. Qu'est-ce qui se serait passé si la mosquée Ayoub Sultan à la Méno avait sorti un drapeau turc à un moment où l'Église orthodoxe un drapeau russe? Qu'est-ce qui fait que la société française accepte de certaines communautés juives des transgressions qu'elle n'accepte pour personne d'autre? Pour moi, c'est de l'antisémitisme. Ne pas traiter les communautés à l'égal, c'est les mépriser. Et c'est ce qui arrive avec le Rassemblement national. Bardella a été reçu à la Knesset il y a 1 an. Les principaux défenseurs de la communauté juive, c'est Zemmour et le Rassemblement national. Klarsfeld soutient ça. La rabbine Delphine Horviller, qui est la conscience morale de la communauté juive, méprise Dominique Hédé, l'écrivaine libanaise, ou Leila Chaïd, parce qu'elles ne reconnaissent pas la dimension terroriste du Hamas. C'est le préalable à toute discussion. C'est une posture de dominant, c'est-à-dire tu n'écoutes pas l'autre à la hauteur de ce qu'il peut t'apporter, mais tu le mets à une place qu'il est supposé ne plus jamais quitter. C'est ça un petit peu le défi dans lequel je suis rentré, et l'exercice de la psychiatrie à ma manière m'aide à rester indépendant et à ne pas être gagné trop par l'idéologie dominante et ne pas servir cette idéologie, mais servir, c'est un autre fantasme. Qu'est-ce qui peut me faire penser que j'ai raison? C'est une autre folie. Hein. Dominer les gens, les exterminer, c'est une forme de délire collectif, de paranoïa, c'est une folie. Protéger les vulnérables, c'est une autre forme de folie. Georges, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis aujourd'hui et je pense qu'il faudra plusieurs émissions, une infinité d'émissions parce que ta pensée, je pense qu'elle apporte vraiment quelque chose de différent. Et ce que là, on touche du doigt, c'est finalement de quelle manière intérieurement on peut commettre les pires atrocités tout en se sentant légitime et donc confortable dans ces actes qui sont des crimes. J'ai deux autres sujets que j'aimerais qu'on puisse traiter dans le peu de temps qui nous reste. Et bien sûr, je te réinviterai parce que c'est tout à fait passionnant ce dont nous échangeons aujourd'hui. C'est d'un autre de tes combats qui est, le cas des expertises, aujourd'hui que l'on trouve dans, le champ de la matière pénale qui est un comp ça me touche aussi beaucoup parce que pour qui me connaît, le sait, j'ai toujours été très sensible, à la belle psychanalyse de vos générations où j'ai toujours trouvé, puisque j'ai grandi dans ces mouvements-là, que la pensée était fine. Quand on parle avec, quelqu'un qui a la psychanalyse en lui ou en elle, un mot n'est pas qu'un mot. Un mot ouvre un champ et déploie l'intimité et l'individualité de l'autre. Donc j'aime beaucoup la psychanalyse et j'aime beaucoup ces anciennes générations qui ont fait, dont tu appartiens aussi, dont mon père il a aussi travaillé dans tous ces champs-là. Vous avez œuvré à ce qu'il y ait une belle clinique. Mais quand j'ai eu à me positionner sur les questions judiciaires, puisque je me suis beaucoup mobilisée sur des dossiers importants pour moi, notamment le dossier Tariq Ramadan, puisque ça fait 8 ans que je me mobilise pour tout ce qui est que j'ai pu voir de près de l'injustice de l'institution et puis de l'idéologie qui s'y mêle, mais ça c'est un autre dossier encore qui concerne mes combats à moi. J'ai pu voir de près que la psychanalyse ou la finesse de la pensée est complètement dévoyée quand il s'agit de matière pénale. Parce que finalement, il y a parfois des endroits où on utilise notre discipline qui est la psychologie et qui est pour moi l'aide et qui est peut-être au cœur de l'humain, pour détruire. Je ne peux pas utiliser d'autres mots que ça. Donc je cite le dossier de Tariq, mais je pourrais aussi citer d'autres dossiers de femmes, puisque ça concerne aussi parfois la manière dont on dévoie, ce qui se passe dans les moments où il y a l'expertise qui est mise en place.
Et bon, c'est une longue question, mais je dois donner un peu de contexte. Mmh. L'expertise, c'est un certain nombre d'heures où on écoute une personne et on doit en tirer une matière qui va aider les magistrats à se positionner. Certainement pas à poser un jugement de culpabilité ou non, et Mmh. certainement pas d'aller trop loin dans l'analyse qui devient de l'analyse sauvage. Nous, notre métier de psychologue, psychanalyste, de psychiatre, psychanalyste, c'est avec l'écoute, tu cherches à comprendre l'intimité de l'autre, mais il nous faut des heures et des heures et des heures d'écoute, ce que souvent les experts n'ont pas le temps de faire et ne font pas. Et ça donne des situations où j'ai pu vraiment voir de près et j'ai été très choquée. Et je crois que ça a été un désenchantement d'une clinique que je mettais en haut, en fait. J'ai pu voir de près que parfois, bah, justement, c'est idéologisé, notamment dans le cas du dossier Tariq Ramadan, où a été mentionné que l'islam créait de l'emprise et que donc, voilà, que les musulmans avaient que peu de libre arbitre dans leur religion. Ce qui est vraiment un ethnocentrisme profond, puisque, en fait, les religions et les dogmes créent des cadres, mais c'est pas la Milvidu ne reconnaît pas l'islam, par exemple, comme une secte. On ne peut pas parler d'emprise. Mais ce n'était pas que le seul problème, parce que dans ces expertises-là, notamment dans le dossier de Tariq Ramadan, il y avait à chaque fois un mot devenait se déployer autour de notions psychanalystes pas étayées du tout, du tout. Et donc, pour les magistrats qui reçoivent ces expertises, que peuvent-ils comprendre puisqu'on n'étaye pas le propos? Et le docteur Gérard Lopez, j'ai suivi sa formation de victimologie, il est mort aujourd'hui, mais il a beaucoup travaillé à ce que les expertises soient, entre guillemets, soient obligées de suivre une norme parce qu'il avait vu juste. Il avait vu qu'il y avait des dévoiements, finalement, dans notre monde corporate des psychiatres et des psychologues qui travaillent pour la justice. Il y avait effectivement des dévoiements de la matière psychologique. C'est pourquoi beaucoup de praticiens se positionnent pour qu'on retire la psychanalyse de la matière pénale. Le problème, c'est que de nombreux intervenants utilisent la psychanalyse sans dire c'est de la psychanalyse. Mmh. Donc, on se retrouve avec ce que moi j'appellerais une folie. Et ce qui m'a encore plus touchée, mais ça on pourra en parler dans Mmh. une autre conversation, Mmh. c'est que certains experts peuvent avoir un avis juste et pensé dans des dossiers et dans d'autres dossiers, dans le cas notamment de Tariq Ramadan, ça devient pour moi une folie pure parce qu'en fait on cherche la condamnation ou on cherche le coupable Mmh. là où on devrait être dans notre belle neutralité que la psychanalyse Mmh. propose. Et Mmh. donc toi, tu as fait quelque chose que je trouve incroyable. Tu as donné de l'énergie et du temps à quelque chose qui peut être douloureux. Tu t'es opposé fermement Mmh. à un expert, le docteur Brunner, qui avait justement cette posture. Et tu le dis toi-même, peut-être en se sentant dans le bien, créer du mal, puisqu'il était dans l'analyse sauvage du propos et de femmes notamment Mmh. qui étaient face à lui. Et donc, ça a été très destructeur. Alors, en janvier 2025, je crois qu'il a été radié. Mmh. L'histoire n'est pas finie. Mmh. Il a fait appel. Mais toi, depuis 30 ans, tu t'es positionné et tu as été un barrage très ferme par rapport à toutes ces victimes. Mmh. Pour moi, on doit en tirer une licence et un grand apprentissage. Déjà, comment ça se fait que la justice utilise des expertises de cette sorte? Pourquoi dans notre monde des psychologues et des psychiatres, on l'accepte? Est-ce que c'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce qui s'y passe? Par exemple, dans mon cas, s'il n'y avait pas eu le dossier Tariq Ramadan qui m'avait amené à observer la justice, je crois que je m'en serais tenue toujours très loin, persuadée que chacun faisait son boulot. En plus, moi, je viens d'une famille où j'ai eu un grand-père qui a été le capitaine de la deuxième DB d'Alsace-Lorraine, donc il m'a transmis quand même que la justice est la justice, qu'on doit tous œuvrer pour la justice, mais qu'on est plein à être comme ça. Donc pour moi, j'étais tranquille que le monde de la justice se tenait bien Mmh. sur ces entités profondes. Aujourd'hui, je vois que non. Mmh. Donc c'est pour ça que je pense que tu es un exemple sur ce point. Et Mmh. si tu peux nous transmettre tes apprentissages et tes méthodes de combat, notamment dans le cas du docteur Brunner. Alors par rapport à cette histoire d'expertise, à mon avis, il n'y a aucune expertise qui soit valide. Elles sont toutes, décalées. Comme tu l'as évoqué, le compagnonnage en psychanalyse, en psychothérapie, c'est toute une vie parfois. Comment prétendre alors cerner une problématique en Monsieur Brunner, c'est 15 minutes souvent. Même en plusieurs heures, comment tu peux répondre à des questions de juge? Alors le problème, il est de ce côté-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les juges s'appuient sur la psychiatrie pour aiguiser leur appréciation? Le problème, c'est que la corporation des psychiatres et des psychologues considère que l'expertise, c'est pas un domaine noble. Donc il est abandonné
à quelques-uns qui sont devenus des spécialistes, des serial experts, et dont la parole est devenue d'or pour les juges, pour les assurances. Monsieur Brunner, il est au service des assurances. Ça veut dire que, comme il n'y a aucune contestation ni régulation de la part de la corporation, moi j'ai demandé à ce que tous les psychiatres de Strasbourg, les 150, on soit experts, tirés au sort, mais qu'on fasse chacun 2-3 expertises par an, ce qui éviterait que M. Brunner en fasse 1000 par an. Tu imagines un petit peu comment un type comme ça, qui est convaincu de servir le bien, force est de constater ça chez M. Brunner, comment un type comme ça peut faire 1000 expertises par an et avoir la conviction et la prétention de dire le vrai dans la souffrance de quelqu'un. Tu as un accident de voiture, tu as un préjudice psychique, M. Brunner te voit une demi-heure ou un quart d'heure, il va estimer que, comme tu étais énurétique ou comme tu as eu des règles douloureuses quand tu étais petite, tu as une fragilité psychologique préalable à l'accident. Et il va minimiser le préjudice. Pour les assurances, ça marche comme ça. Les responsables dans cette histoire, c'est les juges qui s'appuient sur les experts, c'est la corporation des médecins qui délègue à quelques-uns une responsabilité impossible à soutenir, c'est les assurances qui vont solliciter ce genre de spécialistes et pas d'autres médecins plus critiques. Donc il y a une sorte de logique ultralibérale qui fait que, à ta place de pouvoir qu'on va te déléguer, même si tu es le plus mauvais des cliniciens, je vise personne, même si tu es le plus mauvais, tu vas devenir celui qui dit le vrai. Parce que l'ensemble du système, l'ordre des médecins qui accepte qu'un type comme ça, qui a essuyé des dizaines de plaintes, qui ont été toujours non traitées, jusque l'année dernière, l'ordre des médecins, les juges qui désignent ce type d'experts, la corporation qui ne s'engage pas pour réformer l'expertise, les assurances, pour qui c'est du pain béni. C'est l'ensemble du système, ce n'est pas l'expert à la fin du processus qui est responsable. Lui, on peut l'attaquer en tant que praticien, ce que j'ai tenté de faire depuis 30 ans. Et si tu veux, c'est le Covid qui a permis d'inverser la logique. Au moment du Covid, il y a 6 ans, 7 ans, on était confinés chez nous et les psychiatres de Strasbourg avaient créé des groupes de discussion. Et l'une des questions que j'ai posées à mes confrères à ce moment-là, c'est est-ce que vous avez eu affaire à des problèmes d'expertise dans votre pratique quotidienne? Et dans la nuit qui a suivi cette question que j'ai posée au groupe, j'ai reçu 25 ou 30 témoignages de collègues qui désignaient Brunner comme responsable d'un préjudice pour l'une ou plusieurs patientes. Et c'est comme ça que mon combat a été revitalisé. J'ai fait une tribune sur Mediapart, signée par 25 ou 30 collègues, qui ne désignaient pas Brunner, mais qui en appelaient à réformer l'expertise pour qu'on la prenne à notre compte collectivement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ça s'est affiné. J'ai été suivi par 4 psychiatres. Pour la première fois, je n'étais pas seul, on était 5. Et on est allé devant l'ordre, aidé par une avocate très déterminée qui fait partie du SAF, du syndicat des avocats de France, très engagé pour les vulnérables et les sans-papiers, Nora Boukhara. Et on s'est battu pendant 3-4 ans. On a été renvoyé plusieurs fois à affiner le dossier. Il y a eu un miracle il y a 1 an. L'ordre des médecins du Bas-Rhin s'est associé à notre plainte. Complètement inattendu. Alors que jusque-là, les précédents ordres avaient renvoyé les plaintes sans les traiter, tout d'un coup, à force d'insister peut-être, à force d'user la corde, il est allé plus loin que nous, c'est l'ordre qui a demandé la radiation. Nous, on a demandé que lui, il soit rayé comme expert. L'ordre a demandé la radiation de l'ordre des médecins. Et on l'a obtenu.
Mais s'il s'agit d'un problème systémique, comment on fait alors? Parce qu'on se retrouve avec de nombreuses expertises problématiques. Tu faisais référence au docteur, Zagouri. Effectivement, dans le site Tariq Ramadan, c'est le docteur, Zagouri. Comment on explique qu'il puisse être tout à fait, éthique dans des affaires et dans celle de Tariq Ramadan, ça donne une justice d'exception puisqu'on ne doit pas se positionner sur le fond du dossier. Lui se positionne, il a il parle de l'islam donc bah, je sais qu'on a tous des biais, il peut s'agir de biais, mais comment on fait quand le système permet le pire? Puisque le pire, c'est quand on fait s'effondrer les garde-fous de notre justice. Mmh. Ça renvoie pour moi à, l'invitation. C'est ce que j'ai créé dans la pratique du chant, dans la psychiatrie. C'est ce qui s'est passé quand on a tourné 2 documentaires dans mon cabinet, à visage découvert, hein. On a associé les patients pendant plusieurs années. Ils ont été filmés à visage découvert, ce qui m'a valu d'être poursuivi devant l'ordre par mes collègues, psychiatres, une partie d'entre eux à Strasbourg. Je me suis rendu compte que quand tu exerces la psychiatrie ou la psychologie ou la psychothérapie, tu le fais seul. Tu es seul dans ton cabinet. Tu peux avoir des supervisions, tu peux confier ta pratique à des pairs pour qu'il y ait un contrôle, hein, pour que tu soumettes au regard d'un complémentaire. Mais le plus souvent, tu es seul. Et je me suis rendu compte, notamment avec la présence du caméraman pendant 2 3 ans à mes côtés dans le cabinet, que on ne pouvait pas exercer tout seul. Il fallait exercer au moins à deux dans une pratique quotidienne. C'est difficile à mettre en place, mais c'est ce que je préconise. Je pense que l'expertise, c'est un métier impossible à réaliser. Alors Zaguri, moi j'ai du respect pour lui, il n'est pas impossible qu'il se trompe. Dans certaines expertises, à ce moment-là, la possibilité, c'est de soumettre à une contre-expertise. Pour le reste, que des gens aient des biais, c'est tout à fait naturel. C'est pas le bon terme, mais c'est pas surprenant. On a tous des biais, ce qui rend notre position d'expert tout à fait relative et critiquable. Je ne pense pas qu'on puisse exercer la psychiatrie toute sa vie, ni être expert toute sa vie. En tout cas, on ne peut pas faire si ce n'est pas sous le contrôle de tiers et de pairs. Donc moi, je suis souvent au cabinet accompagné par des témoins qui sont là dans la salle de consulte et qui participent à la consulte avec l'accord des patients. Ma dernière question qui est importante, pour moi, est-ce que tu pourrais nous dire, toi qui étais, tu disais, en lien avec mon papa, tu parlais de supervision, qu'est-ce qui t'a transmis finalement, que tu trouves important? Le respect des plus jeunes, le respect des élèves. Ton papa, dans mon souvenir, je ne sais pas si c'est fantasmé ou réel, dans mon souvenir, il m'a traité comme son maître. Et donc c'est le moteur qu'il m'a transmis le plus vibrant. Il était lui le médecin expert. Il m'a accueilli comme si j'étais son maître potentiel, comme si j'étais là pour lui apprendre des choses. Cet entretien touche à sa fin, mais on aurait encore beaucoup à se dire, Georges, donc je te proposerai qu'on continue nos échanges dans d'autres entretiens pour que tous ceux qui nous écoutent puissent avoir le plaisir de voir un peu justement ce parcours, cette destinée singulière et combative que tu as eue et que tu mènes encore aujourd'hui.